Il y a écrit grec? Oui. Vas-y. Attends, mais on voit rien, faut que je mette de côté. Oh. Vas-y, Mathilde. Oh la vache. Pourquoi est-ce que je plie les jambes en même temps? Parce que tu veux, je sais pas, ça c'est plus facile pour toi. La reprise des cours se passe pour l'instant plutôt bien, c'est vraiment très chill. Lundi, j'ai eu un seul cours en fin d'après-midi et le prof il a juste parlé des généralités du cours, il a présenté les méthodes d'évaluation. Et là ce matin, on a quand même un petit peu travaillé. Cet après-midi, j'ai 3 cours, ça va peut-être être pas si long que ça non plus. Le mardi, il est chargé, cours de 9h à 17h30, donc j'aurai pas le temps de vraiment visiter, sauf si je fais une petite promenade du soir. Ce sera pas les jours principaux pour faire ça. D'avoir vendredi, samedi, dimanche de libre, c'est vraiment cool. Et du coup, je pense que entre lundi et jeudi, je me concentrerai sur les devoirs à faire et même aussi le montage de mes vlogs. Vraiment, les Coréens sont friands de toutes les boissons possibles, soit café, mais surtout du café au lait. Et il y a toute une variété de café au lait. Et là, j'ai pris un vanilla latte, ils font du caramel latte, ils font aussi des iced tea, trucs comme ça, tout le temps dans ce genre de petits récipients. Mais vraiment, on en voit tout le temps. Genre, tous les étudiants, ils se baladent avec ça. C'est vrai qu'un vanilla latte comme ça à Paris, je pense que ça coûterait bien 5,50 €. Là, ça coûte 2,20 €. Donc c'est pas très cher. Après, l'idée c'est pas non plus d'en acheter tout le temps parce que ça va vite devenir un gros budget. Aujourd'hui, on a fait la DMZ. La DMZ, c'est la zone démilitarisée. C'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui mesure, je vérifie, c'est 250 km de long et c'est environ 4 km de large. La zone démilitarisée, c'est comme une sorte de no man's land finalement, un endroit justement où il y a une paix et qui n'appartient à personne. Il y a des endroits où c'est interdit de prendre des photos et des vidéos, donc c'est pour ça que j'ai pas pu tout prendre. C'est un endroit qui n'est pas accessible en tant que touriste tout seul. On est obligé de faire appel à une agence de tourisme et donc de partir avec un car, avec un guide. C'est très réglementé, ça a lieu une grande partie de la journée. À la base, on voulait donc faire ça le vendredi, parce que le vendredi on n'a pas cours. On réserve mardi soir, on est passé par TripAdvisor. Au moment où je réserve le tour, une fois que c'est confirmé, une fois que c'est payé, une fois que ce n'est pas remboursable, je vois que c'est booké pour le mercredi 4. En fait, sans faire exprès, j'ai réservé pour le lendemain. Du coup là on a paniqué parce que nous mercredi on a cours. Cette semaine les absences n'étaient pas comptabilisées parce que c'est une semaine où on pouvait encore changer notre emploi du temps, mais c'était quand même un peu gênant de louper des cours, surtout la première semaine quoi. Et c'était pas remboursable et on a quand même payé 100 €. Du coup je me suis quand même empressée d'envoyer un message à l'agence de tourisme. Heureusement 10 minutes après, je reçois un mail, ils disent on a reçu votre réservation qui aura lieu le vendredi 6. Heureusement, c'est rentré dans l'ordre. La guide, elle était vraiment incroyable parce qu'elle nous a énormément expliqué l'histoire en fait de cette guerre en Corée. Je vais pas tout raconter parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Si ça vous intéresse, allez voir vite fait Wikipédia. Pour moi, c'est vraiment à faire la DMZ quand même quand on vient en Corée du Sud. Après, la visite, elle est 100% en anglais évidemment, donc il faut être très à l'aise en anglais, mais en soi, elle était super cool, super enjouée. Elle nous a raconté aussi énormément d'histoires, et notamment une histoire personnelle vis-à-vis d'une partie de sa famille qui est en Corée du Nord, qui n'a pas vu une autre partie de sa famille en Corée du Sud pendant 50 ans. Donc là, je vais parler un petit peu de la visite en elle-même. S'il y en a qui n'ont pas envie d'être spoil, n'écoutez pas cette partie. Si vous pensez que vous allez pas aller en Corée, en tout cas pas tout de suite, vous pouvez regarder. Sinon je mets le timecode ici pour skip toute la partie si vous voulez pas être spoil. La visite, elle se découpait en 3 parties. En fait, on s'est rendu à 3 lieux différents. C'était hyper intéressant et assez fort en émotion. Mais le seul souci, c'est qu'on avait vraiment pas beaucoup de temps sur chaque site. On avait à peu près 30 minutes. Faut savoir que la visite, elle est aussi contrôlée par
le gouvernement, où on peut pas rester autant de temps qu'on veut, et c'est aussi pour ça qu'on peut pas venir tout seul en civil et qu'il faut absolument être avec une agence de tourisme. On arrive à un endroit au tout début où il y a plein de mémoriaux qui sont liés à la guerre en Corée, qu'il y a eu entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Des mémoriaux, justement, les personnes qui ont donné leur vie à cette guerre, notamment d'autres pays, comme les États-Unis, qui ont quand même comptabilisé plus de 30 000 morts. De voir aussi la dernière ligne de train qui reliait la Corée du Sud à la Corée du Nord, qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisée. La guide, elle nous a dit directement en arrivant, si vous vous attendez à voir quelque chose, vous allez pas voir grand chose si ce n'est rien, parce que finalement c'est vrai qu'il y a quelques mémoriaux. On voit aussi une zone où il y a juste de l'herbe et rien du tout. En soi, il y a rien de spectaculaire visuellement. C'est juste qu'il faut s'imaginer que ce lieu il a une grande signification. Ce qu'on a moins apprécié, c'est que du coup ce lieu il était vachement orienté tourisme, même un peu trop, et parfois on avait l'impression que ça piétinait un peu trop l'histoire. C'est quand même un lieu symbolique qui commémore des centaines de milliers de victimes, et ils arrivent quand même à faire plein de boutiques souvenirs, des endroits où ils mettent de la musique, des endroits où aussi ils incitent à prendre des photos, où on se prend en photo avec le mémorial. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ce genre de photos, après chacun fait comme il veut, mais j'ai beau filmer le mémorial en lui-même, je me vois pas faire comme ça devant le mémorial, j'ai l'impression de pas respecter en fait la mémoire des victimes. Et c'est vrai que du coup c'est un endroit où les touristes viennent en amas, ça ne s'arrête jamais, c'est vraiment une usine. Donc ça perd aussi un peu son côté symbolique, parce qu'on a l'impression que c'est comme un zoo finalement. Et justement en arrivant sur le deuxième site, là on a été capable de voir une partie de la Corée du Nord, de l'autre côté de la rivière, et en soi on voit quelques maisons. Parfois on peut voir des gens marcher, mais là on en a pas vu. C'est vrai que du coup il y a un poste d'observation avec des jumelles, vous voyez, des trucs énormes, tous en train de regarder, on est tous en train de faire des photos, des vidéos. Ça fait un peu zoo quoi, c'est vraiment très 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 bizarre. Moi ce qui m'a impressionné, et même ce qui m'a un peu fait frisson dans le dos, c'est le son qu'émettent la Corée du Nord ou la Corée du Sud pour s'embêter, on va dire. Parfois, la Corée du Sud, elle met des haut-parleurs géants et elle met carrément de la K-pop, un peu pour narguer la Corée du Nord, quand même assez violent. Bon là, cette fois-ci, il n'y avait pas de K-pop, il y avait juste une sorte de bruit de vent, une sorte de bruit de guerre. Enfin, c'était vraiment... ça m'a vraiment mis mal à l'aise ce bruit. Je sais pas si on va l'entendre, mais j'ai essayé de le filmer. Et ensuite le troisième site, là c'était vraiment aussi très très intéressant, mais les vidéos étaient complètement interdites, et les photos aussi d'ailleurs. On devait vraiment laisser toutes nos affaires dans un casier. On a visité un tunnel qui était 400 mètres sous terre, et c'est un tunnel qui a été découvert par les Sud-Coréens, vraiment par hasard. Tunnel qui avait été construit par des Nord-Coréens dans le but de s'infiltrer et d'espionner la Corée du Sud. Dans le tunnel, il fait très froid, il fait très humide, et la hauteur sous plafond est vraiment très basse. Donc après avoir descendu 400 mètres, c'est comme une sorte de pente comme ça, on arrive dans le véritable tunnel qui normalement mesure 1200 mètres, mais il n'y a que 250 mètres qui sont ouverts au public. On s'avance dans le tunnel qui est vraiment très étroit, qui est très bas, surtout que moi je suis assez grande, donc je me suis vraiment fait mal au dos quoi. On avait un petit casque jaune aussi pour se parer à toute éventualité. Et la Corée du Nord se trouvait à 170 mètres seulement. La guide nous avait prévenu que c'était un endroit qui pouvait être un peu angoissant, en même temps pas trop être claustrophobe, et on pouvait aussi manquer un petit peu d'oxygène. Et c'était forcément un peu physique aussi. Et moi je me suis dit, ça va aller, tranquille, j'ai déjà fait des grottes. Et finalement, ça s'est avéré beaucoup plus difficile que ce que je pensais. J'ai réussi à le faire, hein, mais il y a un moment, quand j'étais vraiment 400 mètres sous terre et que j'avais fait les 300 mètres au bout du tunnel, je sentais que la respiration devenait vraiment difficile parce qu'on manquait vraiment d'oxygène, et je pense qu'il y a un facteur psychologique qui jouait aussi un peu. Donc ça a été, hein, je suis bien vivante. Après quand je suis retournée dehors, ça allait beaucoup mieux. Là, nous visitons le palais de Gyeongbokgung. J'ai réussi à le dire du premier coup. C'est un palais qui a été construit en 1395 sous la dynastie Joseon, donc c'est vraiment la plus grande dynastie qui a le plus marqué l'histoire de la Corée. C'est super joli. On n'a pas le droit de visiter l'intérieur.
Mais sinon il y a un plateau extérieur magnifique avec des remparts, c'est bien conservé. En fait l'entrée elle est à 3000 won, donc c'est vraiment 2 €, donc c'est pas énorme. Hein. Et elle est même gratuite quand on porte un hanbok. Donc le hanbok c'est la tenue traditionnelle coréenne. Donc il y a des hommes et des femmes qui en portent. Nous on l'a pas fait aujourd'hui parce qu'on trouvait qu'il faisait un peu trop chaud. Et il y a plein d'autres palais donc on le fera pour d'autres palais. Mais c'est quand même super sympa de voir tous ces gens habillés comme ça, un peu en tenue de prince et princesse, enfin ça fait un peu ça quoi. Bah là je suis vraiment genre toute seule dans une enceinte du palais parce qu'on est vraiment au fond du jardin et en fait bah, les gens ils restent agglutinés tout devant là où il y a le palais principal. Ils font tous des photos avec leur hanbok et du coup bah, moi je profite d'être tranquillement toute seule. C'est super sympa, c'est hyper reposant. On est sur un petit déjeuner brunch d'anniversaire. Merci à monsieur de m'avoir payé ça. Ce petit cheesecake Oreo. C'est très très bon. En fait, je trouve que ça n'a pas trop exactement le goût de cheesecake. Enfin, le fromage, je sais pas ce que t'en penses, ça fait pas vraiment trop cheesecake. Mais c'est quand même super bon. J'ai pris un petit bagel, un petit cookie, un petit vanilla latte parce que vraiment je suis devenue fan de ce truc là. Je me suis vraiment fait avoir par ça. Hier soir du coup, on est allé au Dongdaemun Palace. Je crois que c'est un endroit où il y a des expositions d'art. Ouais, ça. C'est ça? Ouais. Voilà. Il y a eu des projections de jeux de son et lumière sur la façade du DDP, on appelle ça Dongdaemun Plaza, donc on le surnomme DDP. Et c'était jusqu'à aujourd'hui, le 8 septembre. Et on a décidé d'y aller hier avec deux potes qu'on connaît de notre école. C'était super sympa, c'était hyper joli à voir. Je pense que ça a duré une bonne quinzaine de minutes. Le bâtiment est vraiment atypique dans sa forme. Il est très rond, modelé. C'était assez impressionnant de voir comment est-ce que les jeux de lumière arrivaient à épouser les formes en fait, du bâtiment. C'était incroyable. On pouvait se mettre un peu en contrebas et vu que le bâtiment il arrivait un peu au-dessus de nous, bah, c'était hyper immersif. Après ça, on est allé se promener à Myeongdong. On y avait déjà été. C'est très vivant, très touristique. On a mangé de la street food. On a découvert un petit poisson fourré. En fait, les petits poissons, c'est comme une sorte de gaufre, soit fourré au chocolat, soit aux red beans, donc les haricots rouges, soit, je n'ai plus le nom non plus, mais c'est une sorte de crème au jaune d'œuf en fait, qui a un peu un goût de vanille. Le red bean aussi, ça c'est un truc qu'ils mettent beaucoup dans plein de gâteaux. Et il faut aimer en vrai, parce que du coup bah, c'est un peu différent et en fait ça reste sucré, mais on sent que c'est pas aussi gourmand que du chocolat. Ils en mettent souvent dans les mochis aussi. En tout cas les petits poissons c'était bon, fallait quand même goûter quoi. Et on a fini par retourner à Itaewon. On s'est trouvé un petit bar et on a joué aux cartes et on a bu une petite bière soju. Voilà, c'était super sympa. Et après on a fini sur un McDo. Le fameux McDo à 3h du matin. En même temps on a vraiment genre un McDo à 5 minutes de chez nous qui est ouvert à 24h sur 24. Donc si t'as une petite dalle, c'est pas plus mal.